Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 22 mars 2019, dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine. Merci de votre fidélité constante. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre ensemble avec la météo. Bonsoir aux populations de Glazoué dans le département des Collines. Le grand rendez-vous de ce soir vous propose 4 rubriques. L'eau, source de vie, tout le monde y a droit et plus personne ne doit plus être laissé de côté. On en parle de nature et bien-être à l'occasion de la journée internationale de l'eau. D'une journée à une autre, les forêts étaient à l'honneur hier et on y revient ce soir avec l'expert. On se demande ce qui va se passer quand la forêt va s'inviter dans les écoles. Restez avec nous pour le savoir. Le slam, cette belle envolée lyrique qui allie mots et musique pour le grand bonheur de ses fans. Jennifer Sativi et son invité nous emmènent dans cet univers de mélodie avec Horizon Culture. Beauté au pluriel ce soir s'intéresse aux accessoires de mode. Serait-ce la touche qui fait la différence? Restez avec nous pour le savoir. Ce sera dans un instant. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal. Uvaïs Balogun, ce soir, est aux commandes. Bonsoir Uvaïs. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez? À pleine forme, toujours. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Merci à vous Agnès Bello. Eh bien, ce soir, nous parlerons de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, ce 22 mars. Il y a 9 ans, en effet, les Nations unies reconnaissaient l'accès à l'eau potable comme un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie. Et en cette célébration, un appel est lancé à ne laisser personne de côté. Et puis, dans le monde, près de 13 millions d'hectares de forêts disparaissent de la surface du globe. Et pour assurer l'avenir des forêts, il est recommandé de veiller à ce qu'elles soient gérées dans une optique durable. Et enfin, on va parler poésie, cette forme d'expression qui cultive la diversité dans la langue, dans le dialogue, la libre circulation des idées par les mots et la créativité ainsi que l'innovation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous, Uvaïs Balogun. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal. Donc, mesdames et messieurs, prenez le rendez-vous et surtout, restez bien à l'heure. Le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau peut s'installer. C'est nature et bien-être. Accès à l'eau, ne laissez personne de côté. On en parle sur nature et bien-être. Mais avant de recevoir notre invité, nous vous invitons à suivre ce reportage. L'eau. Une substance chimique constituée de molécules H2O est un élément primordial pour la vie. Elle se présente sous 3 formes, liquide, solide ou gazeuse. L'eau est non seulement vitale en matière de santé, de sauvegarde de l'environnement, mais aussi intervient dans la réalisation de plusieurs activités économiques.
Le Bénin dispose d'un système important fluvio-lagunaire exploité pour la pêche, l'aquaculture, le transport et le loisir. Cependant, beaucoup reste à faire en matière d'accès à l'eau potable au Bénin. Aujourd'hui, la fourniture en eau potable aux populations est estimée à 68,1%. La SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, assure exclusivement la production et la distribution d'eau dans les principales villes béninoises. Dans un rapport établi en 2015, pour une population de plus de 11 millions d'habitants, seulement environ 2,6 millions sont desservis. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'homme a besoin d'environ 20 à 50 litres d'eau potable par jour pour satisfaire ses besoins d'hygiène. Ceci est encore loin d'être une réalité partout. Le manque d'eau potable dans certaines zones urbaines et rurales est source de plusieurs maladies hydriques comme la diarrhée et le choléra. Dans un récent rapport publié par l'ONU-Eau, plus de 700 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en consommant de l'eau impropre. L'Organisation des Nations Unies consacre chaque année la journée du 22 mars pour rappeler aux dirigeants la nécessité d'offrir de l'eau potable à chacun et à tous. Le thème choisi pour célébrer l'événement cette année porte sur « Ne laisser personne de côté ». Ce thème s'attache au point 6 de l'objectif de développement durable ODD 6. Il vise à assurer d'ici 2030 l'accès de tous à l'eau et à une gestion durable des ressources en eau. Et pour y parvenir, nul ne sera de trop. C'était donc là un commentaire sur image de Cécile Rondé. Merci à vous pour toutes ces informations. Le plateau peut démarrer. Nous recevons pour vous Flavien Dovono. Il est spécialiste en qualité des eaux. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. C'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'eau. Avec vous, nous revenons sur les objectifs de cette journée. Ma première question, c'est déjà de savoir si pour vous, qu'est-ce qui a motivé ce choix quand on dit ne laisser personne de côté? Merci beaucoup madame la journaliste. Comme vous l'avez si bien dit, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies cette année pour commémorer la journée mondiale de l'eau, c'est ne laisser personne de côté. Ne laisser personne de côté parce qu'on constate qu'en matière d'accès à l'eau potable, il y a des marginalisés. Vous avez par exemple des femmes enceintes qui ont du mal à aller se déplacer pour avoir de l'eau. Vous avez des enfants qui ont du mal à avoir de l'eau potable à portée de main. Vous avez les handicapés qui difficilement ont accès à l'eau. Vous avez des couches défavorisées de la société qui n'ont pas cette chance-là d'avoir de l'eau à portée de main. Alors, pour pouvoir nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est de donner de l'eau potable à tout le monde entier d'ici 2030, on s'est dit, cette année, nous devons parler du thème « Ne laisser personne de côté » qui est un signal fort pour l'humanité. Alors, un signal fort pour l'humanité, je suis d'avis avec vous, mais déjà, est-ce un objectif atteignable? Est-ce que tout le monde peut avoir la même chance d'avoir accès à l'eau? Alors, depuis 2010, l'accès à l'eau est devenu un droit de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir que sans eau, pas de vie. Je m'amuse souvent à dire qu'on peut ne pas manger pendant une semaine parce qu'on fait le carême, mais on ne peut pas ne pas boire de l'eau pendant 2 jours. C'est la preuve que l'eau est indispensable pour la survie de l'humanité. Oui, il est possible que tout le monde ait accès à l'eau si nous travaillons à cela. Alors, on reviendra certainement sur les moyens qu'on peut mettre à disposition pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais en attendant, la Journée mondiale de l'eau est un événement annuel célébré de par le monde, déjà avec beaucoup de thèmes chaque année. Quel peut être le bilan pour toutes ces célébrations-là de la Journée de l'eau? Alors, le bilan, il est intéressant. Il est intéressant déjà parce que l'objectif, c'est d'attirer l'attention de la communauté nationale et la communauté internationale sur l'importance de l'eau. C'est d'attirer l'attention de toute l'humanité sur la manière dont nous devons pouvoir gérer cette ressource, qui est une ressource vitale. Aujourd'hui, nous devons savoir que tant
le paysan a besoin de l'eau pour l'agriculture, l'éleveur a besoin de l'eau pour le bétail, le pêcheur a besoin de l'eau, ainsi de suite. Donc, nous devons savoir comment vivre, n'est-ce pas, en harmonie, allant dans le sens du bon partage de cette ressource-là que Dieu nous a donnée et sans laquelle il serait difficile de vivre sur la terre. D'accord, mais est-ce que pour vous, cela résume toutes ces années de célébration de la Journée mondiale de l'eau? Ah oui, c'est ça, c'est très important parce que vous savez, comme je l'ai dit, chaque année, il y a un thème qui se définit. Les années antérieures, c'est peut-être l'eau et l'emploi, l'eau et l'énergie. Cette année, c'est ne laisser personne de côté. Donc, c'est un signal, comme je l'ai dit, fort pour pouvoir nous amener à vraiment travailler à ce que effectivement tout le monde ait accès à de l'eau potable. Oui, quand je parle de bilan, c'est-à-dire à la fin d'une année où on a choisi le thème, est-ce qu'on a l'impression qu'on a bougé face à la thématique? Vous venez de rappeler par exemple l'eau et l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui on a bougé face à ce problème-là? Oui, moi je crois que des choses se font, des résultats sont obtenus. La preuve, dans le reportage que vous venez de montrer, on a vu qu'en matière de décès en eau dans les milieux ruraux, on est à peu près de 67%, un truc comme ça, un chiffre. Oui. On est parti de très loin pour arriver là. Et aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le PAG, il est prévu que d'ici 2021, chaque citoyen, chaque citoyenne ait de l'eau potable en quantité et en qualité. C'est un objectif. Et je crois que d'ici 2021, on doit faire le bilan. Je suis sûr que ça va donner un bon, n'est-ce pas, en matière d'apport de l'eau potable à nos populations. C'est sûr, hein, avoir de l'eau apportée, ce serait bien, mais à quel coût aussi, hein, parce que pour ces populations, quand vous parlez des populations rurales, le thème de coût aussi parfois pèse lourd dans la balance. Oui, l'eau a un prix. Oui. L'eau a un coût parce que quand vous allez à la SONEB, on ne vous donne pas l'eau gratuitement. Hein. Vous achetez l'eau. Parce que derrière l'eau que vous sortez du robinet, il y a en amont tout un travail. Il faut aller capter l'eau, il faut la transporter, il faut la traiter, il faut l'envoyer, bref, etc. Donc, c'est vrai, des choses se font pour qu'on puisse avoir tous de l'eau en quantité et en qualité, mais tout cela a un prix à payer. Un coût, hein, un coût auquel il faut faire face forcément. Absolument. Alors, le Bénin dispose de plusieurs ressources en eau à ce jour. Quel est l'état de ces ressources naturelles? Alors, vous savez, quand on parle de ressources en eau, il faut nuancer un peu. Vous avez les eaux de surface, qui sont les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes. Et vous avez les eaux souterraines, qui sont des réserves, n'est-ce pas, contenues dans des aquifères. Les aquifères, c'est des formations géologiques qui ont la double propriété de stocker l'eau et de la restituer. En matière d'eau, le Bénin est bien arrosé de par ses eaux de surface. En matière d'eau souterraine, nous avons aussi un grand réservoir, un réservoir immense, mais attention, il n'est pas intarissable. Et il faut, n'est-ce pas, préserver la qualité de l'eau de ce réservoir pour permettre aux générations à venir de continuer toujours à avoir de l'eau potable. Alors, j'aime bien quand vous parlez de préservation de la qualité de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que jusque-là, cette qualité est toujours intacte? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, on n'a pas déjà des soucis de qualité? Vous savez, les problèmes de qualité ne manquent pas. Les problèmes de qualité ne manquent pas. Il y a par endroits la pollution anthropique. Lorsque, de par nos comportements, nous enterrons les déchets, par exemple, nous allons polluer la nappe. Je dis la nappe phréatique de Cotonou est polluée parce que pendant des années, nous avons enterré les déchets dans nos maisons, nous avons enterré les déchets dans nos quartiers, les latrines n'étant pas étanches, tout ça là a contaminé la nappe, la nappe est polluée. Mais attention, lorsque nous remontons un peu à l'intérieur, déjà à partir de Calavi, la nappe est plus profonde. Elle est plus profonde et elle est plus ou moins protégée. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir continuer à avoir des comportements pouvant l'exposer à des risques de contamination. D'accord. Une nappe phréatique contaminée, est-ce qu'on peut la retrouver, la restaurer? Je dis souvent, il est plus facile de dissoudre un morceau de sucre dans un verre d'eau que de le retirer. Cela veut dire quoi? Je ne souhaite pas qu'on aille à la dépollution. Il vaut mieux prévenir, donc éviter la pollution. Aujourd'hui, la nappe phréatique de Cotonou est polluée. Les résultats des mémoires de nos étudiants sont là et les montrent clairement. Mais est-ce que le phénomène inverse peut arriver? Je dis que ça va être très difficile. D'accord. Quelles sont les conséquences liées justement à la pollution de cette eau-là? Alors, lorsque vous avez des eaux qui sont polluées, vous savez, comme je l'ai dit, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est un aliment, moi je l'appelle pratiquement. Parce que d'autres vous diront même que c'est un médicament. Bon, pourquoi pas, c'est un médicament, etc. Donc, l'eau, quand vous voyez, quand elle est source de vie, mais au même moment, elle est source de mort. Lorsque vous avez des endroits où les gens consomment des eaux de surface, ils sont très exposés aux maladies.
Vous avez des endroits... Des maladies hydriques. Des maladies hydriques de façon générale. Vous avez des endroits où les déchets cohabitent avec les eaux, il n'y a pas de l'eau potable, il y a des gens qui sont exposés au choléra, à la fièvre typhoïde, à la dysenterie, etc., plein de maladies. Donc, l'eau, je dis, il faut préserver cela. Aujourd'hui, dans le monde, il y a près de 663 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il a été démontré que par jour, il y a 700 enfants qui meurent, n'est-ce pas, à cause des problèmes de qualité de l'eau. D'accord. Des maladies diarrhéiques, des enfants de moins de 5 ans qui meurent. C'est la preuve qu'on doit pouvoir préserver, n'est-ce pas, la qualité de la ressource. Alors, il y a un aspect, moi, qui m'intéresse particulièrement quand on parle d'eau. Oui. Ce sont les eaux usées que nous usons nous-mêmes, justement. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir à une forme de recyclage, justement, de cette eau-là pour être réutilisée, même si ce n'est pas de façon domestique, peut-être dans les champs pour les producteurs? Alors, voilà, donc le problème des eaux usées est un problème entier. Les eaux usées, aujourd'hui, quand vous voyez telles qu'elles sont gérées, surtout les eaux usées de la ville de Cotonou, c'est envoyé directement dans la mer, sans aucune forme d'épuration, outre mesure. C'est un danger, c'est un fléau. Lorsque vous voyez ailleurs, sous d'autres cieux, les eaux usées, c'est une denrée. On l'utilise pour aller irriguer, n'est-ce pas, le champ. On l'utilise pour aller apporter de l'eau dans un verger, etc. C'est vrai, ceux-là n'ont pas de l'eau en quantité. Donc, ils pensent qu'on peut aller au recyclage de cette eau-là et la réutiliser. Mais ici, chez nous, la nature nous a doté suffisamment d'eau. Donc, pour le moment, nous continuons à rejeter les eaux usées dans la nature. Mais à cette allure-là, est-ce qu'il en restera pour les générations à venir? Ah, ça, la grande question. C'est une très belle question. Et je dis souvent, nous avons hérité de nos parents une terre habitable et vivable. Et nous avons la lourde mission de laisser aux générations à venir une terre habitable et vivable. Merci Flavien Dovono, vous êtes spécialiste en qualité des eaux. Avec vous, on s'est intéressé au thème de cette année, ne laissez personne de côté, un objectif qui est possible d'être atteint. Cécile Roundé va peut-être nous ramener notre spécialiste pour qu'on puisse parler de comment on y arrive justement. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à notre rubrique. On passe à présent à une autre rubrique, ce sera l'Expert. Voilà, avec l'Expert ce soir, on se demande ce qui se passe quand la forêt s'invite dans les écoles. Nous recevons pour vous Rémi Refoumé, il est le directeur général adjoint des eaux et forêts. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Alors, on ne le dit pas toujours, et pourtant, la forêt peut aller à l'école. Pour vous, est-ce un concept innovant? Oui, c'est pas innovant en tant que tel, mais ça a quand même cette dimension parce que dans le cadre de notre activité habituelle, nous avons plusieurs cibles que nous sensibilisons, que nous informons, que nous accompagnons. Et parmi ces cibles, il y a les écoles. Seulement, cette année, la chose a pris une ampleur parce que les Nations Unies ont décidé que cette année, le 21 mars, qui est la Journée internationale des forêts, soit consacrée à un thème. Le thème est libellé « Forêt et éducation ». Et donc, il est demandé que l'accent soit mis davantage sur cette dimension par rapport à ce groupe cible. Alors, une question bête, vous me diriez-vous, oui. Mais je me dis, est-ce parce qu'on a déjà tout essayé avec les adultes et ça n'a pas marché, alors on commence avec les plus jeunes? Oui et non. Oui, parce que quand on regarde et qu'on voit le niveau de dégradation de l'environnement, on doit se poser des questions pour dire mais quelle autre approche il faut mettre en œuvre. Mais non, parce que c'est, disons, une solution multidimensionnelle qui est appliquée. On continue avec les anciens et puis on prépare les jeunes pour que l'avenir soit meilleur. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce si important que tout le monde soit conscient de ce que nous apportent les forêts? Oui, pourquoi? Parce que la forêt, c'est la vie de l'homme y compris. Vous savez, nous tirons de la forêt tout ce qu'il faut pour la vie des êtres humains. D'abord les êtres vivants, les êtres humains. L'oxygène, vous voyez, les forêts sont appelées
puits à carbone. Et nous savons ce que crée l'excès de carbone actuellement quand on se souvient des changements climatiques. Donc, il est très important que l'on préserve la forêt pour la vie des êtres en général et des êtres humains en particulier. Alors, des êtres humains qui ont l'habitude de s'approvisionner au niveau des forêts, nous voulons parler bien sûr des populations qui vivent aux alentours de ces forêts-là et qui sont les premiers à la dégrader. Est-ce que pour vous, cela se conçoit? Ça ne se conçoit pas. C'est dommage, c'est comme l'homme qui s'acharne à couper l'arbre sur lequel il est assis. Malheureusement, c'est le constat. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi pendant longtemps, alors il faut qu'on inverse la tendance en attirant davantage l'attention des uns et des autres sur le danger qu'il y a dans cette attitude qui consiste à détruire notre environnement, cet environnement auquel nous sommes si liés, puisque la préservation de cet environnement détermine également la survie de l'humanité. La survie de l'espèce humaine. Exactement. Mais bon, quand on se penche un peu sur nos cultures, on se rend compte que les anciens avaient trouvé une astuce pour pouvoir quand même préserver certaines forêts classées sacrées et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que cet engouement à préserver la forêt, la jeune génération aussi, elle est dans la dynamique? Disons oui, mais on peut faire mieux. Oui, parce que les gens ne sont pas sans savoir qu'il y a beaucoup de bienfaits qu'on tire de la forêt. Seulement, comme le demande la pédagogie, il faut toujours répéter. On ne cessera pas de le dire. Il faut qu'on éveille davantage la conscience des uns et des autres, et notamment de la jeunesse, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Si on prépare la jeunesse à devenir plus sensible à la question de l'environnement, à protéger l'environnement, alors on se prépare un avenir meilleur pour toute l'humanité. Alors cela passe par un changement de comportement, des comportements que nous avons et qui perdurent. Quand je prends par exemple le charbon de bois, quand je prends par exemple les feux de bois qu'on a l'habitude d'utiliser pour la cuisine, le bois qu'on utilise aussi pour la construction, est-ce qu'on est déjà prêt à changer véritablement pour préserver ces forêts-là? Disons oui. Vous savez, un changement de comportement est une œuvre de longue haleine parce que nous sommes toujours attachés à nos habitudes. Mais il faut arriver à changer de comportement. Et donc, il faut que chacun à son niveau s'emploie à expliquer à l'autre pourquoi il faut changer de comportement. Je crois que si on y arrive, la prise de conscience fera changer le comportement. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont décidé que, parallèlement aux actions qui sont en cours et qui sont de divers ordres, il faut davantage porter l'attention sur la couche juvénile, sur la génération montante. Et c'est les écoles, les centres universitaires qui sont les cibles privilégiées pour que cette sensibilisation, cette prise de conscience soit plus aiguisée. C'est pour ça que cette année est dédiée à ce thème. Mais comment se fait la sensibilisation dans les écoles avec ces tout petits, les plus jeunes, pour que le message puisse être perçu et surtout qu'il reste? Le pédagogue sait, en fonction du groupe qui est en face, c'est-à-dire du petit groupe, le focus group qui est en face, quel langage il faut adopter. Donc, pour les tout petits, le langage est adapté. Lorsque on monte au niveau des collèges, de l'université, le langage est également choisi en conséquence. Donc, on peut se dire que en procédant ainsi, on va atteindre quand même l'objectif. Ça vient à ma prochaine question. In fine, quel est l'objectif? Qu'attendez-vous de ces jeunes-là? Justement, la finalité attendue pour le thème de cette année est un changement de comportement. Un changement de comportement qui soit plutôt un comportement protecteur de l'environnement. Un comportement qui respecte l'environnement. Et pour cela, il faut faire comprendre aux uns et aux autres le danger qu'il y a à continuer de faire comme nous faisons maintenant. Vous voyez, la nature
est aujourd'hui à un niveau de dégradation qu'on ne peut plus qualifier un niveau très, très élevé et l'humanité est menacée si rien n'est fait. Faisons avec vous, hein. Ce n'est pas toujours évident de vous avoir sur ce plateau, mais je pense que l'occasion est toute trouvée pour qu'avec vous, on puisse faire le point un peu de l'état de nos forêts. Comment vont nos forêts ici au Bénin? Oui, les forêts, à première vue, on peut se dire que tout est gâté et que les forêts sont... Non, c'est vrai que les forêts sont objets d'attaques, de pression, j'allais dire, de toutes sortes, provenant essentiellement de l'homme, mais il y a aussi des phénomènes naturels. Mais l'espoir est permis. Et la volonté de renverser la tendance est de plus en plus manifeste au niveau des autorités les plus élevées de ce pays qui ont introduit des réformes au niveau de l'administration forestière pour améliorer la gouvernance dans ce domaine. Et alors, pour parler de l'état des lieux, je dis les autres phénomènes qui conduisent à la dégradation de l'environnement sont en train de régresser petit à petit parce que c'est notamment les feux de végétation, les feux tardifs. Et chaque année, des séances d'information sont organisées, on peut même dire des actions répressives en cas de violation, des actions répressives sont également mises en œuvre. Il y a aussi l'agriculture itinérante subrélie, qui est l'une des causes de dégradation des forêts. Et par rapport à cela, aussi bien les collègues du ministère de l'Agriculture que les services des eaux et forêts, nous nous employons ensemble à informer, sensibiliser et fournir les informations aux populations pour qu'elles adoptent plutôt un comportement plus protecteur. D'accord, loin de moi l'idée de vous couper, mais à ce niveau, est-ce que vous ne rencontrez pas des réticences? Parce que parfois, cette forme d'agriculture est celle que ces populations ont connue déjà de par leur grand-père qui le leur a appris. Passer à une autre forme de culture, d'agriculture, ce n'est pas toujours évident, hein? Je me demande. Oui, c'est vrai, ce n'est pas évident, mais l'espoir est permis. Parce que on dit souvent chez nous que devant la mort, même les estropiés, vous les voyez courir, vous direz, ah mais on ne dirait pas. On ne dirait pas qu'il est handicapé. C'est comme le caméléon devant la mort. Donc, tout le monde vit aujourd'hui ce que c'est que changement climatique, les perturbations dans les cycles des saisons et les températures qui subitement montent ou descendent. Tout ça, tout le monde le vit. Et lorsque c'est comme ça, quand on en parle, alors le message passe. On est plus réceptif. Donc, je crois que c'est vrai, il y a des réticences, mais à force d'en parler, à force d'encadrer les uns et les autres, nous allons venir à bout du phénomène. D'accord, mais en ce qui concerne l'arsenal juridique qui vous permet de pouvoir travailler au niveau des eaux et forêts pour sécuriser nos forêts et tout ça, est-ce que vous avez l'impression que la loi vous accompagne et vous permet de faire le travail comme ça? Bien sûr. Le problème n'est pas au niveau des tests. Les tests existent. C'est leur mise en œuvre qui pose problème. Non pas parce que les responsables chargés de les mettre en œuvre ne savent pas comment le faire, mais parce que changer le comportement à un individu n'est pas quelque chose qui peut se faire avec un coup de baguette magique. Il faut de la patience, il faut de la persévérance et petit à petit, on y parvient. D'accord, alors quand on dit que la forêt s'invite dans les écoles pour changer le comportement au niveau des tout-petits, c'est aussi pour que ces tout-petits puissent passer le message à leurs parents. Exactement. Voilà, vous voyez, les tout-petits sont plus réceptifs. Ils sont plus réceptifs et l'avenir leur appartient. Alors, si on les prépare dès à présent, on se dit qu'on est sûr que lorsqu'ils auront les affaires en main, alors la conscience va être plus aiguisée en ce qui concerne la préservation de notre environnement. Alors, votre mot de fin, j'aimerais que ce soit une exhortation à l'endroit des populations pour qu'on puisse tous contribuer à la préservation de nos forêts. Alors, je voudrais demander à nos populations de bien vouloir suivre les informations, les conseils, les orientations que leur donnent les services des eaux et forêts qui sont à leur disposition et les autres structures. Nous avons beaucoup de structures, les ONG, les associations
qui s'investissent dans la protection de l'environnement. Que leurs conseils, ils les écoutent, ils les mettent en œuvre. C'est pour le bien de tous. Notre avenir en dépend. Notre avenir en dépend. Merci à vous, Rémi Refoumé. Vous êtes le directeur général adjoint des eaux et forêts. Avec vous, on s'est intéressé à ce qui se passe quand la forêt s'invite dans les écoles. La réponse, c'est que les tout petits sont beaucoup plus susceptibles de produire le changement de comportement qu'il faut pour préserver ces forêts. La réponse, donc, vous l'avez, mesdames et messieurs. C'est terminé pour l'Espère. Nous passons à présent à Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, s'intéresse au slam, mais ce ne sera pas sans avoir suivi ce reportage d'Assiom Gaba sur le slam. Les mêmes qui ont proféré le changement chantent le désenchantement. Ceci est un constat. Quiconque a récité une poésie dans sa vie a déjà fait du slam, mais à quelques différences près. Où est la voiture, où est l'avion? Ce sont les compétitions de poésie qui sont appelées les slams. Donc on est parti de la dénomination poésie à la dénomination slam. Donc sinon, c'est tout simplement de la poésie, avec là la différence que cette fois-ci, c'est des compétitions, c'est sur scène et c'est face à un public. Pourquoi c'est un temps? Le slam, une discipline de l'art oratoire, née à Chicago aux États-Unis dans les années 1990 et qui s'est propagée dans le monde. In Honduras, less than 2% of these crimes against women are investigated. Quand tu pries et... Arrivé au Bénin, au début des années 2000, il s'est vu transformé. Moi, je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Bien, la touche béninoise qu'on peut donner au slam, c'est bien évidemment déjà le fait de prioriser les ingrédients linguistiques que nous avons. Une fois ces ingrédients ajoutés, le slam sera ainsi rebaptisé. On parlera désormais de slam béninois. L'amour n'est pas un bruit qui court. Un concept au goût varié, à cibles multiples. Elle part de, comme l'autre dirait, de 17 à 117 ans, mais encore plus bas. Quelqu'un comme Gopal Das, qui est de la nouvelle génération et qui est très montant, chercherait des gens qui ont une culture Gungbe très développée. Des gens comme Amangbeyon chercheraient plutôt des gens qui ont un rapport très profond à la culture endogène, au vaudou, à la pratique même de l'ancestralité. Un Semevo, l'enfant noir, chercherait forcément des gens qui ont une écriture poétique très développée, les jeux de mots, les jeux de sons. Merci à la nuit, à l'ennui, au silence et à la solitude. Quelqu'un comme moi recherche certainement des gens qui voient le slam de façon absolument musicale et qui sont prêts à transcender la démarche absolument poétique. Qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Certainement une occasion de faire la promotion des slammeurs béninois à la base et créer un marché de consommation locale des produits slam. Assiom Gaba, merci pour cette balade avec tous ces artistes slameurs que vous nous avez présentés. C'était un plaisir de les voir dans le reportage Jennifer Sativi. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Avec vous ce soir, on parle du slam. Slam. Et vous recevez quelqu'un dont on a parlé dans le reportage, évidemment, Semevo Khliret. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est exact. Alors vous êtes slameur et c'est avec vous ce soir qu'on s'intéresse au slam, quand les mots surfent sur la musique. C'est cela. Jennifer Sativi, la rubrique est à vous. Donc hier on parlait de poésie et puis on a voulu déboucher sur le slam. Donc on parle un peu d'abord du slam en tant que poésie. Je reçois Semevo Khliret, beaucoup plus connu comme Semevo l'enfant noir. C'est son nom de scène et c'est avec ça qu'il a fait la plupart de ses spectacles. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vais d'abord vous demander, tout à l'heure, le reportage qu'on a suivi nous fait le lien entre la poésie et le slam. Donc, j'aimerais savoir si c'est toujours ensemble, si on doit toujours associer la poésie au slam ou si on peut les dissocier. Oui, absolument. On ne peut pas dissocier.
peut toujours les garder ainsi. On ne peut pas dissocier vraiment le slam de la poésie parce que le slam est né de la poésie. Max Smith est allé vers le slam parce qu'il s'ennuyait des lectures plates de la poésie lors de certaines rencontres. Il a voulu démocratiser cette poésie. Il a dit, bon voilà, on va sortir, donner la poésie au grand public. C'est une façon de dire que la poésie, c'est donner la voix à la poésie qui est dans le livre. La poésie dans le livre, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que ça a sa puissance, mais ça n'a pas de voix. C'est comme si elle s'endort. Aujourd'hui, le slam permet de réveiller cette poésie et de permettre à tout le monde aujourd'hui de pouvoir avoir sa propre poésie, de pouvoir l'exprimer. Donc c'est toujours le slam reste en tout cas poésie à la base. On voit le public qui suit le slam, la poésie devenue slam, mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une musique, il y a souvent de la musique en fond. Donc est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est plus pour accrocher? Au départ, le slam est a cappella, sans artifice, donc sans déguisement et tout. Ce sont les règles même du slam. Mais c'est avec le temps que le slam a évolué, notamment avec un certain Fabien, grand corps malade que tout le monde connaît, qui avait une belle voix, qui a rencontré un arrangeur qui dit, bon, je mettrai en musique tes textes. Donc c'est parti comme ça. Donc ce qu'on écoute sur un CD, sur un disque, à la télé et autres, ce n'est pas forcément du slam. Pour connaître le slam, pour vivre le slam, il faut aller sur une scène de slam, rencontrer les poètes à ces rendez-vous-là. Le slam, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous où quelqu'un vient sur scène devant vous et vous avez un public et vous l'écoutez avec la possibilité que l'acteur ou le slammer qui est en train de déclamer son texte devienne public et que quelqu'un dans le public en même temps devienne slammer. D'accord. Jennifer Sativi, si vous permettez, moi je me demande si vous-même en tant que slammer, quand vous allez à la rencontre de ce public, vous avez l'impression que le message passe plus parce qu'il est déclamé en slam. Oui, c'est ça en fait le principe. Après le reste, c'est qu'on ne sait pas quand les gens écoutent forcément, mais pour faire vivre le slam, c'est à l'instant. C'est l'objectif, c'est pourquoi le slam il est né. Le slam est né pour faire vivre la poésie à l'instant où il est en train d'être déclamé. Du moment où, quand ça sort de ce cadre-là, ça reste du slam, dans le principe, dans l'évolution du slam, mais ce n'était pas, la naissance première du slam, mais ça reste du slam. Oui, justement, on se rend compte qu'en fait, quand on écoute un peu les textes de slam, que ça touche, ça arrive à percer. Moi, j'aimerais savoir quel secret se cache derrière. Est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est dans les mots? Le jeu de mots, vous voulez dire? Voilà, c'est assez subtil, mais ça arrive toujours à percer. Si. Donc, est-ce que c'est fait à dessein? Comment vous procédez souvent? La plupart du temps, c'est faire à dessein. C'est faire à dessein pour dire que chacun a sa formule d'écrit. Chacun a sa recette, plus précisément, chacun a sa poésie. Il revient à chaque slammer de rencontrer la poésie qui se trouve en lui. Donc, que les gens écrivent en jeu de mots, qui me ressemblent beaucoup plus, en jeu d'expression et autres, que d'autres soient plus engagés. Chacun exprime ses sentiments, c'est la base surtout. Vous allez sur des scènes, vous avez des gens, vous écoutez des poètes, qui slament et vous avez envie de pleurer pour eux parce qu'ils sont en train de raconter leur vie, ils sont en train de raconter leur existence et c'est tellement vrai, c'est tellement sincère. Le slam en quelque sorte c'est cette tribune où vous avez la possibilité de venir faire votre thérapie sans payer un psy. D'accord, vous avez dit chacun a son style, mais est-ce qu'il n'y a pas un point d'ancrage, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun pour tous ces artistes-là, ces poètes? Tout à fait. Ce qu'il y a en commun pour tous les slammers, c'est la scène. C'est la scène, le public et l'écoute. Au-delà, le reste, ça reste un peu... Mais c'est ce qu'il y a de commun. Peu importe la forme de l'écriture que vous avez, vous pouvez écrire en prose, en rime, peu importe la langue avec laquelle vous venez. La langue n'est pas importante dans le slam. C'est pas une barrière. C'est pas une barrière dans le slam. Les gens, comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas que les gens... Il y a un poète français qui m'a prêté ça, j'oublie complètement son nom. Il dit, dans le slam, il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre. Il faut plutôt avoir peur de ne pas entendre. Donc, c'est les sentiments. Vous entendez un Chinois qui slame, vous avez envie de pleurer parce que l'émotion, rien qu'à travers l'émotion de sa voix, l'émotion de son texte, vous sentez ce qu'il est en train de dire. On est connecté, c'est une connexion en fait. Mais l'élément qu'on vient de suivre tout à l'heure a parlé du slam béninois qui s'exprime notamment par nos langues et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a contribué un peu à propulser le slam béninois? Oui, tout à fait. C'est une très bonne chose qu'il y ait des slammers qui décident de faire en langue ou qui mélangent et la langue d'ici
et nos langues maternelles et la langue française, l'anglais, l'espagnol, l'italien et d'autres langues, etc. C'est une très bonne chose, c'est pas du tout un frein. Au contraire, ça permet d'agrandir les palettes du slam béninois. Est-ce qu'on peut dire que ça a contribué d'une façon à un développement? Est-ce que cela a plus propulsé? Est-ce que les gens s'y intéressent plus, aussi bien sur le plan national qu'international? Oui, je vais prendre le risque de dire aujourd'hui et au monde de l'enseignement que s'il y a une chance aujourd'hui que les enfants s'intéressent à la lecture, que les enfants s'intéressent à l'écriture, c'est d'inviter le slam dans les écoles. Et la France a compris, la Belgique a compris, la Suisse a compris, des pays où moi je suis allé faire des ateliers d'écriture dans des écoles et je vois l'enthousiasme des enfants. Le Burkina Faso a compris, le Niger, le Sénégal a compris depuis très longtemps. Si nous voulons donner une chance à la lecture, à l'écriture, c'est le moment ou jamais pour que les portes de nos écoles, de nos universités s'ouvrent pour les poètes de la rue. Donc dans ces pays, le slam est au programme? Oui, le slam est au programme. En France, par exemple, il y a des textes de slam qui sont à l'examen. Et c'est arrivé que un test de grand corps malade soit donné à un examen au bac. Donc ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, il y a de la qualité dans ce que les poètes écrivent, les slameurs écrivent. C'est vrai qu'on peut dire évidemment que ça, on peut faire un débat de fond et de forme là-dessus. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a des poètes qui ont des envolées extraordinaires. D'accord. Je parlais tantôt de belles envolées lyriques. Moi, j'aime bien le dire quand je parle du slam. Mais moi, je me demandais, on se rend compte qu'en fond, en toile de fond, la plupart du temps, il y a un genre d'engagement au niveau du slameur, une forme d'engagement. Est-ce que pour vous, on peut dire, pendant longtemps, comme le rap était un genre engagé, que le slam aussi, c'est un genre d'engagement? Le slam n'est pas un genre d'engagement, comment dire... Fondamentalement, c'est-à-dire pas fondamentalement, mais on ne peut pas dire que le slam, c'est ça. Le slam, c'est comme le rap, c'est comme le chant, c'est comme le peintre, c'est comme la peinture, c'est comme tout autre art qui, à la base, est un engagement. Même l'amour est un engagement. Le slam n'est pas au-dessus des autres dans l'engagement. Sauf que chacun choisit son terrain de jeu ou son terrain d'engagement. Là où ils sont plus à l'aise. Oui, si aujourd'hui nous constatons que beaucoup sont dans la revendication, dans les thèmes politiques, c'est parce que leur cœur le leur dit. Et d'autres qui sont plutôt dans l'amour ou dans d'autres philosophies, c'est parce que leur cœur également le leur chante. C'est un peu ça. Il y a d'autres thèmes qui sont défendus, le travail des enfants et tout ça, qui passe très bien comme message. Donc, on va parler de vous personnellement. Djamil Mama Gao vous a décrit comme un amoureux des mots et des sons. Oui. Donc, expliquez-nous pourquoi vous êtes plus porté vers ça. Déjà, ça part de mon nom, l'enfant noir. L'enfant noir, ce n'est pas parce que je suis noir, ce n'est pas parce que je suis africain. Non, je n'ai rien avec le panafricanisme. C'est juste parce que ça ressemble beaucoup plus à mon écriture. J'ai une écriture de jeu de mots, d'illusions, d'allusions, de jeu d'esprit. Je m'amuse en fait. Écrire pour moi, c'est m'amuser. C'est me donner des contraintes, créer des contraintes et essayer, créer des puzzles au départ, essayer de les agencer après. Donc c'est pour ça que mon écriture, je suis un peu considéré comme ça. Je suis dans la philosophie, je parle de la mort, je parle de la vie, je parle de la femme. Je parle d'un peu de tout. Je ne suis pas tellement... Aujourd'hui, je suis sur un projet qui fait que je peux parler des enfants sourds ou écrire mes textes et les faire signer par des enfants sous le dos de l'enfant, etc. Okay. Revenons à la promotion du slam. Jennifer Setchevi, le temps est terminé. On se rend compte que vous êtes envolé. Vous êtes envolé comme le slam. Merci à votre invité d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est l'enfant noir. Merci à Noat de nous avoir reçus. Merci infiniment. Tout le plaisir pour moi. L'heure du journal est sacré. Uvaïs Balogun, nous vous laissons l'antenne et on se retrouve tout juste après, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir. Il y a 9 ans, les Nations Unies ont reconnu que l'accès à l'eau potable était un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie. En ce 22 mars, Journée mondiale de l'eau, un appel est lancé à ne laisser personne de côté. 13 millions d'hectares de forêts disparaissent de la surface du globe chaque année et selon la FAO, pour assurer l'avenir des forêts, il est capital de veiller à ce qu'elles soient gérées dans une optique durable. Elle cultive la diversité dans le dialogue, la libre circulation des idées par le mot, la créativité et l'innovation. La poésie a été célébrée hier, 21 mars, pour donner aux personnes qui sont menacées l'opportunité de s'exprimer au sein de leur communauté. Je le disais dans les titres, selon l'ONU, 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d'eau potable chez elles. Des chiffres alarmants qui mettent l'eau au cœur du développement durable. Au Bénin, le gouvernement fait des efforts et rapproche l'eau potable des populations en zone rurale. Et grâce à certains partenaires techniques et financiers, plusieurs ouvrages d'approvisionnement en eau potable seront bientôt construits dans la commune de Niki. Des points d'eau qui constituent également une opportunité d'emploi pour les jeunes diplômés ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. Plus de précisions dans ce reportage signé Petroni Lokosu et Patrick Adjagbodjou. L'eau potable, un liquide vital pour le bien-être. Et pourtant, l'accès à une eau salubre et disponible reste un calvaire quotidien pour les populations des zones rurales. La commune de Kandi, dans le département de l'Alibori, en est un exemple. Nous sommes un département qui regorge de beaucoup de potentialités, notamment en termes de bétail. Le bétail a besoin de l'eau. Nous subissons les affres des effets climatiques. C'est pour cela que dans plusieurs communes, il y a des problèmes d'eau. À la fin de la saison pluvieuse, les populations devaient replier au niveau des villages à cause du manque d'eau. Et pour ceux qui ont assez de bétail, il faut aller soit dans les collines, soit dans la Takora, ou même au Togo pour faire de la transhumance. Des disparités à l'accès en eau potable en milieu rural auxquelles la fondation Eikel Camp trouve une solution. À travers cette signature d'accord de siège, le Bénin et cette fondation s'engagent à donner l'eau potable aux populations de plusieurs villages de la commune de Kandi. Le tout premier point d'eau autonome qui a été construit donc par la fondation Eikel Camp au Bénin, c'est en novembre 2016. Aujourd'hui, nous pouvons compter 25 points d'eau sur les 160 que nous devons construire au niveau du département de l'Alibori. De l'eau potable fournie de façon autonome grâce à un système solaire. Le projet vise non seulement la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau courante, mais aussi la réduction du taux de chômage chez les jeunes ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. La Fondation recherche le financement et met à la disposition des jeunes entrepreneurs. Ceux qui ont pour ambition d'entreprendre, il met les fonds à disposition et l'équipement qu'il faut en collaboration avec la commune de Kandi. La commune met à disposition le site et forcément en milieu rural et la fondation construit donc ces points d'eau avec ses entrepreneurs. L'entrepreneur met en place donc l'entreprise d'eau et par la suite, il développe d'autres activités secondaires autour du point d'eau. L'eau potable accessible à tous et de l'emploi pour la jeunesse. Cette ambition de la fondation Eikel Camp traduit la volonté du Bénin à étendre l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2030. Tous les 21 mars, les Nations Unies entreprennent une campagne de sensibilisation sur l'importance des forêts. Et cette année encore, je vais y arriver, la Journée internationale de la forêt a mis l'accent sur la promotion de l'éducation pour apprendre à aimer les forêts. L'éducation à tous les niveaux est fondamentale donc pour parvenir à une gestion durable des forêts et à la conservation de la biodiversité. Suivez les détails dans cet élément signé Amandine Agnambossou, Edwige Agossou, présenté par Arnaud Adadia. Qui peut aujourd'hui nier l'importance des forêts
pour les générations actuelles et futures. Lorsque les Nations Unies décrétaient en 2012 la Journée internationale des forêts, c'est pour amener les nations à réfléchir aux situations des forêts dans les différents États. Les forêts, dans un premier temps, c'est dans la forêt qu'on retrouve le bois. Et quand on parle de bois, nous avons le bois énergie, le bois du service et le bois d'œuvre. On retrouve aussi dans la forêt des éléments dont nous servons dans l'alimentation, les fruits. Nous avons également donc, au niveau de la forêt des éléments que nous utilisons pour traiter différents maux. Et aussi la forêt permet donc de pouvoir constituer une frayère pour les animaux sauvages. Et ces animaux sauvages donc, font l'objet donc, de tourisme et sur le plan national et international. Malgré cette importance évoquée, on assiste aujourd'hui par endroits à une régression progressive de la forêt, et ceci pour plusieurs raisons. Bon, la première cause, c'est la démographie, puisque en réalité, l'occupation des sols occasionne forcément une déforestation. Les autres causes, c'est l'exploitation du bois. Et dans l'exploitation du bois, il y a la consommation interne, il y a également l'exportation. Bon, actuellement, le gouvernement a pris des mesures pour un peu encadrer l'exportation du bois. Le Bénin dispose de 19% de couverture forestière, dont 2 parcs nationaux, 4 zones cynégétiques et 3000 forêts sacrées. Une situation déjà peu satisfaisante dont la dégradation vient encore annihiler tout effort. Le 21 mars, c'était la journée mondiale de la poésie, mis sous le thème « La poésie, les mots au rythme de l'éducation et de l'art ». Cette journée contribue à la diversité créative en interrogeant à nouveau l'usage des mots et des choses, les modes de perception et la compréhension du monde. Habib Dakbougan, écrivain, poète béninois, s'exprime dans l'élément à suivre sur l'engouement que suscite le thème au niveau du plan national et de la poésie béninoise. Il est au micro de Robert Copin Edor. On est poète, c'est-à-dire N-A-I-T. Et il faut travailler, il faut vivre comme un poète, c'est-à-dire il faut épouser des pensées positives. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent un recueil de poèmes. Il y a de plus en plus de slameurs qui disent des textes de poésie. Il y a de plus en plus de festivals de poésie, de slam. Il y a de plus en plus de musiciens qui mettent des poèmes en musique. Il faut dire que la poésie est le parent pauvre des arts parce qu'il n'a pas beaucoup d'audience. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas spécifique au Bénin, même en Occident aujourd'hui. Mais quand je dis aujourd'hui, c'est depuis des décennies. Eh bien, personne n'investit plus dans la poésie. Tous ceux qui font de la poésie le font à leurs frais parce que, eh bien, c'est pas un art qui nourrit son homme. Voilà, il faut le dire clairement comme ça. Et aujourd'hui, il faut dire que le recul de la littérature au profit des arts dynamiques et de l'Internet contribuent de plus en plus à enterrer la poésie sous la forme qu'on lui connaît. Néanmoins, la poésie existe dans tout. La poésie est dans la musique, comme je dis, dans le cinéma, dans le théâtre, elle est dans les nouvelles, elle est dans les arts plastiques, dans la peinture. Donc, elle est un art transversal. Celui qui veut aujourd'hui exprimer sa poésie bien, eh bien, il faut qu'il greffe sa poésie à des arts qui puissent l'apporter. Sinon, la poésie papier, oui, elle existe pour certains amoureux de la chose, mais elle ne va pas plus loin. En nouvelle brève, le Nigeria veut mettre en vente ses participations dans plusieurs entreprises communes pétrolières pour juguler son manque de recettes. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Budget. La mesure, qui doit être réalisée avant la fin de l'année 2019, prévoit une réduction à 40% des actifs détenus par l'État dans les dites entreprises opérant dans le secteur pétrolier. Grâce à cette mesure, l'État nigérien espère combler le gap financier entre les dépenses et les recettes prévues pour cette année. Cette annonce intervient quelques semaines après que plusieurs compagnies pétrolières aient été sommées de rembourser plus de 10 milliards de francs CFA de taxes et de redevances.
Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD autorise de nouveaux engagements d'un montant global de 237,157 milliards de francs CFA en faveur des économies de l'espace UEMOA. L'institution bancaire a organisé sa 112e session hier jeudi, une rencontre qui a permis de valider 15 nouvelles opérations et qui porte à plus de 5 551 milliards de francs CFA le cumul des engagements. Le point avec notre confrère Amidou Diop de la RTS. Pour cette 112e session, la Banque ouest-africaine de développement annonce que 426 milliards sont mobilisés en 2018 pour 43 projets, ce qui porte à 1149 le nombre d'opérations financées par la banque pour un total de 5311 milliards de francs CFA. Le financement octroyé aux conditions de marché du guichet banque et portant sur les projets privés, publics marchands, souverains à conditions de marché s'établissent à 3 604 milliards de francs CFA, soit 68% du total des engagements de la banque. Pour le programme d'activité prévu entre 2018 et 2022, plus de 900 milliards sont prévus. Quelques chantiers retiendront notre attention. Il s'agit notamment de la pérennisation de l'adéquation des fonds propres, le renforcement de la gestion des risques ainsi que du dispositif de pilotage financier, le renforcement des partenariats avec l'Union européenne d'une part et le groupe de la Banque mondiale d'autre part, la mise en œuvre des diligences nécessaires pour le renouvellement du plan stratégique quinquennal de la banque pour la période 2020-2024. Pour cette 112e session, 9 dossiers de prêts seront examinés. Ils portent sur les infrastructures de transport et d'énergie, 3 propositions de lignes de refinancement ainsi que 2 propositions de lignes de crédit seront également soumises aux participants. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à toutes et à tous et à vous, Agnès Bello. Merci à vous, Yvaïs Balogou. On vous retrouve semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit avec l'installation du dernier plateau, que dis-je, l'avant-dernier. Beauté au pluriel. Beauté au pluriel, ce soir, s'intéresse aux accessoires de mode. Qu'est-ce qu'on y met véritablement? Parfois, il y a une petite confusion. Eh bien, on va lever tous les équivoques sur ce plateau. Mais avant, on suit ce commentaire sur image sur les accessoires de mode réalisé par Fulgencia Routondier. L'accessoire de mode est indispensable pour avoir une tenue complète. Il en existe de toutes sortes, des plus imposants aux plus fins. Du bijou au sac à main, en passant par le foulard, ces objets offrent une multitude d'effets à un même vêtement selon les événements. La même tenue peut être à la fois chic ou cool selon l'accessoire. Dans les années 90, seule la chaussure était mise à l'honneur comme accessoire indispensable. En revanche, aujourd'hui, il en existe une multitude. Les accessoires sont devenus des éléments clés dans l'amélioration de la silhouette. Ces accessoires sont omniprésents chez la femme, mais se retrouvent également chez l'homme. Ils apportent une touche de finesse à la tenue arborée. Il est recommandé de choisir ces accessoires avec soin. Et pour réaliser une harmonie parfaite, il faudrait d'abord prendre en compte son physique. Merci Anna Dexoni pour cette belle pause de voix. Fulgencia Routondier, on vous retrouve en plateau. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Comment vous allez? Très très bien. Avec vous ce soir, on s'intéresse aux accessoires de mode, la touche qui fait la différence.
Je vous poserai une question. Je présente d'abord l'invité et puis je reviens. Présentez d'abord notre invité. D'accord. Rebecca Segbeaya, vous êtes accessoiriste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore avec nous sur ce plateau pour parler des accessoires. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Fulgencia Rotondi, on peut y aller. Eh bien, Agnès, vous avez déjà planté le décor. Nous allons parler aujourd'hui d'accessoires de mode. Alors, bonsoir Madame Rebecca Segbeaya, comment allez-vous? Bonsoir Fulgencia. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer des accessoires de mode? Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que même étant au lit, on est avec ses boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles font partie des accessoires, donc je peux dire carrément, c'est pas possible. Mais par rapport, il y a de ces personnes qui disent qu'eux, ils ne veulent pas d'accessoires, des bijoux et tout, par rapport à la religion. Il y a la religion qui exige à certaines personnes de mettre certains accessoires. Mais ils ne peuvent pas se passer des accessoires parce qu'ils portent des chaussures, ils gardent des sacs à main, et ils mettent des chouchous dans les cheveux. Ils ont quand même des bracelets, donc ils ne peuvent pas se passer des accessoires de mode. Alors, pensez-vous que les accessoires de mode viennent donner une touche particulière à notre tenue vestimentaire? Ah oui, ça donne une touche vraiment particulière. Ça donne plus d'élégance parfois, l'élégance voulue bien sûr. Je donne un exemple, tu mets une jupe courte et avec un petit haut là pour faire sortir la tenue. Tu mets une chaussure avec des talons. Ou que soit tu gardes un sac plus grand, pas une pochette, tu prends un sac plus grand, voilà, pour donner plus d'élégance à la tenue. Voilà un peu. Mais est-ce qu'il y a des accessoires qui sont incontournables? Oui, il y a des accessoires qui sont incontournables. Tu ne peux pas sortir pieds nus, par exemple. Tu peux ne pas garder de sac à main, mais tu ne peux pas sortir pieds nus. Donc, voilà. Donc on doit... me demande, est-ce que les perles d'oreilles peuvent être considérées comme étant des accessoires? Ah ouais, c'est des accessoires de femmes. C'est des accessoires de femmes, c'est des accessoires de mode de femmes africaines, oui. Mais à la française, on met des chaînes, mais ici en Afrique, c'est des perles, oui, c'est des accessoires. Donc même quand il n'est pas visible, on peut avoir des accessoires qui ne sont pas visibles par tous, mais qui sont des accessoires. Oui, qui sont des accessoires. Mais là, c'est pour monsieur. Oui, mais là, on fait la nuance. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Quand quelqu'un est sans accessoires, il peut en avoir ailleurs. En dessous, voilà. Alors, dites-nous, pour ne pas surcharger sa silhouette, combien d'accessoires il faut mettre au maximum? Au maximum, je peux dire 5 ou 6. Je peux essayer de citer, par exemple, tu mets les boucles d'oreilles, ton collier. D'autres n'aiment pas mettre les colliers comme Fulgencia. Tu mets ton boucle d'oreille, mon bracelet, tu as ta chaussure, tu as ton sac à main, voilà. Avec ça, déjà, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Mais quand on se très simple. On met un gros collier, de grosses boucles avec des bracelets, des bagues. De l'occasion, il y a aussi le statut. Ah, d'accord. Oui, les artistes, par exemple, ils s'habillent vraiment de façon extravagante. Et par exemple, les accessoires qu'un journaliste ne peut pas se permettre de mettre, tu vas voir chez les artistes et voilà. Donc, on comprend qu'à travers son accessoire de mode, on peut faire transmettre un message. Exactement. Exactement. Genre, dire je suis de telle catégorie sociale, je suis tant, je suis ci. Exactement. Si tu es chez certaines personnes, chez les religieux, ceux dont la religion interdit, quand tu les vois sans boucle d'oreille, sans bracelet, sans collier, tu sais en même temps que cette personne fait partie de certaines catégories de religion. Si tu vois une artiste, par exemple, elle peut mettre des bracelets jusqu'à ce niveau de différentes couleurs. Ça, tu sais en même temps que ça, c'est pas une personne ordinaire, ça, c'est une artiste. Mais quand tu vois une dame, elle met juste son petit boucle d'oreille, son petit collier et mon bracelet, tu sens que ça, c'est une dame qui se respecte vraiment. Elle est d'une certaine classe sociale. Voilà un peu, quand tu vois une jeune fille, elle peut mettre de gros boucles d'oreilles, des chaussures, talons, un gros sac à main. Tu sais déjà, c'est là les tendances. Elle est Dior, comme on le dit, elle est tendance.
Mais Voilà, parlons un peu du mariage. Est-ce qu'on est obligé de faire du ton sur ton avec les accessoires de mode? C'est-à-dire quand vous choisissez, par exemple, dans votre tenue, il y a de l'orange, tout ce qu'on met comme accessoire, c'est de couleur orange. Non, le mariage, pour les accessoires de mariage, c'est souvent du nude, pour ne pas dire du neutre. On ne s'accentue pas sur la couleur de la tenue ou de quoi que ce soit. Non, il faut s'habiller de la manière la plus simple possible, avec de très simples accessoires. Voilà. Alors, comment savoir agencer les couleurs? Est-ce qu'il faut choisir la couleur qui est dans l'habit, la couleur de la chaussure avec la couleur du sac, par exemple? Ça dépend du goût de chacun. Il y a des gens qui aiment faire enco, comme on le dit. Par exemple, la tenue de Fulgencia, il y a du bleu dedans. On met des boucles bleues ou bien des bracelets bleus. Mais il y a certaines personnes qui aiment passer inaperçues. Si vous permettez, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces images-là. Si le Rialo peut revenir un peu en arrière pour qu'on puisse voir. Là, on voit le chapeau, on voit la chaussure qui est toujours marron mais un peu plus claire. Est-ce qu'on peut aller dans du dégradé? C'est-à-dire quand dans la tenue il y a du marron par exemple, on va sur toutes les autres formes de marron sans accentuer sur ce qui est dans le tissu. Oui, bien sûr, on peut aller dans le dégradé, mais là c'est délicat. Parce qu'il faut être vraiment un master dans le domaine pour réussir. Sinon, carrément, tu vas passer à côté. Et tu seras, tu vas faire un spectacle. D'accord. Alors, généralement, quand on parle d'accessoires de mode, on a tendance à penser uniquement aux femmes. Est-ce qu'un homme qui veut être à la mode peut se permettre de mettre des accessoires quand même? Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Mon mari, par exemple, c'est un artiste plasticien, créateur de mode et mannequin. Il met les boucles d'oreilles. Bien sûr, il met les boucles d'oreilles. Il met sa montre bracelet, il met les cache-colles, il a son sac, il a sa chaussure. Tout ça, c'est des accessoires. Voilà. Est-ce que ça, on n'a pas tendance à féminiser l'homme qui met ce genre de trucs? Non, au 21e siècle, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Carrément, il n'y a plus ça. On ne parle même plus de ça. D'accord. Dans les images, on a vu les lunettes. Avant, on n'en mettait pas beaucoup ici. Ah oui, vous venez d'attirer mon attention sur quelque chose. Je vous vois je vous ai promis, Agnès, je vais tout dire aujourd'hui à nos amis téléspectateurs. Vous avez devant vous une fan des lunettes. Elle ne peut pas s'en passer, je vous le dis. Ah ouais. Ça, c'est bien ça. Rebecca Sebeaya, qu'on le veut ou pas, c'est d'abord pour se protéger du soleil. Exactement. Mais bon, lorsqu'il pleut, vous n'allez pas tout de même mettre les lunettes. Aussi, hein. Parce qu'on ne peut pas mettre des lunettes vieux jeux. N'est-ce pas? Voilà. Encore qu'aujourd'hui, il y en a tellement, il y en a tellement. Il faut être pro pour bien faire son choix. Mais est-ce que vous, donc, on doit d'abord vous féliciter parce que si elle n'était pas pro, elle ne peut pas bien mettre les lunettes. Jusqu'à ce que Fulgencia a remarqué, on parle. Mais déjà, j'aimerais qu'on puisse revenir dessus. Hein. Comment choisir les lunettes qu'il faut en fonction du visage et tout ça? Ah ouais, ça c'est en fonction de son visage. Et comme je l'ai dit, il faut avoir recours à un conseiller ou bien une conseillère parce qu'on n'a pas les mêmes formes du visage. Et je ne peux pas voir, Fulgencia et moi par exemple, on n'a pas la même forme de visage. Donc ce qu'elle met, et ça lui va à merveille, moi je peux mettre et être bizarre. Il ne faut pas mettre parce qu'il faut le mettre, il faut mettre selon son visage, la forme de son visage. Et puisque c'est Agnès qui a posé la question, je suis sûre que c'est pour elle-même qu'elle veut des conseils. Dites-nous, il nous faut quoi comme lunettes? Avec son visage, les lunettes carrées. peut aller à merveille. Mais là, waouh, elle a bien fait son choix parce que là, dans son sac, à la sortie, vous verrez. Ça pourrait aller seulement à cette forme de visage ou bien à quelqu'un d'autre? Bon, je dirais à cette forme de visage. Seulement à cette forme de visage. Oui. Tu as un visage plus rond que ça ne peut pas donner la même beauté. Oui, mais là, on se rend compte qu'elle a fait un rappel à sa jupe qui doit être de couleur noire. Est-ce que c'est aussi bon parfois de faire un rappel? Ah ouais, oui, c'est bon. L'agencement des couleurs, c'est tout un art. Hein? Ah oui, c'est vraiment tout un art. Alors, puisqu'il s'agit de mode, il y a certainement des accessoires qui sont tendance en 2018, en 2019. Ça, c'est clair. Tous les jours, il y a de nouveautés. Tes boucles d'oreilles, par exemple, c'est tendance, purement tendance. Ah ouais, je suis à la mode, Agnès. Très à la mode même. Hein. J'aime bien cette mode-là avec ces boucles d'oreilles. On en a de toutes les couleurs. Mais c'est tellement lourd. Si tu ne sais pas faire, mais tu vas perdre
La beauté de tes oreilles. Et à part les boucles d'oreilles, il y a quoi comme accessoire? Il y a les sacs bananes qui sont à la mode. Ah oui, on a vu ça dans le visuel là. Je ne sais pas si c'est possible de revoir. revenir dessus. Avec la complicité du réalisateur, en attendant, on poursuit la discussion en plateau. Il y a certaines lunettes qui sont à la mode. Il y a aussi certains sacs qui sont tendance maintenant. Les chaussures, n'en parlons plus. Donc voilà. Alors, plein de choses à la mode, tendance maintenant. Et les chaussures, parlons de chaussures, il faut quoi? Est-ce que c'est les escarpins? Est-ce que c'est les... C'est quoi? Est-ce que la les escarpins, non. Moi, je dirais les chaussures compensées. Ok. Les chaussures compensées, que tu sois à moto, que tu sois en voiture, tu es à l'aise avec. Au moins, c'est passe-partout. Hein. Voilà, c'est soirée passe-partout. de gala, dîner, au boulot, sur toutes les tenues. Oui. Voilà. Si on n'a pas assez de moyens pour acheter beaucoup de chaussures, quelle est la couleur de chaussures que vous conseillez? La couleur noire. Ah, ça, c'est la couleur passe-partout. Ça va avec toi. Passe-partout. Merci, Fugé Sarotondi. Le temps qui nous est imparti est terminé. Hein. Notre salon de beauté sur le grand rendez-vous est fermé. Oui. Est fermé. Fermé momentanément. Momentanément, voilà. Je reviens le mardi prochain. Mais là, on retient juste qu'il faut savoir choisir ses accessoires de mode en fonction de sa tenue, de son style vestimentaire. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Agnès. Merci, Fugé Sarotondi. Merci à vous, Rebecca Segbeaya, d'avoir répondu présent sur ce plateau. Nous passons à présent au dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir. Nous serons avec Adonis Bohon, c'est ActuWeb. ActuWeb ce soir est en jaune. Hein. J'aurais dû me mettre en jaune comme Adonis Bohon. Vous l'avez compris, on soutient les écureuils. Allez les écureuils, Adonis Bohon. La première information ce soir, c'est écureuils, rendez-vous au stade. Oui, bonsoir Agnès, puisqu'on n'aura pas l'occasion de le dire. Dimanche, les écureuils seront face aux éperviers pour la 6e journée des éliminatoires. Nous devons manger les éperviers. Donc tous en jaune pour aller au stade. Ne faites pas peur aux Togolais. On doit manger les éperviers, donc c'est normal. Mais ce qui est sûr, hein, surtout les statuts, Facebook, WhatsApp, tout le monde y va de son mot, de sa sollicitation, chacun soutient. Souvent, le 12e homme est parfois déterminant sur le stade. Voilà. Peu importe les combats que vous voulez mener, si vous n'avez pas un soutien derrière, c'est aussi cool. Donc on soutient, n'est-ce pas, Adonis? Alors, une autre information avec vous, on parle de la journée mondiale de l'eau, le constat à Perere. Bien, nous sommes le 22 mars. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau à Perere, dans le village de Guidirou, c'est l'arrondissement de Nising. Les populations subissent la rigueur de la pénurie de l'eau. Sur les images que vous voyez des populations qui sont attroupées autour d'un puits avec des bassines et l'eau n'est même pas aussi propre à la consommation. En fait, c'est pour montrer le contraste qu'il y a entre la célébration de la journée mondiale de l'eau et ce qui se passe réellement au fin fond de nos villages. En fait, c'est ça. D'accord. Et quand certains commentaient juste cela, c'est on vous écoute. 22 mars 2019, journée mondiale de l'eau, ne laissez personne de côté. Le second commentaire, c'est on dirait le Soudan du Sud, or pourtant c'est le Bénin. Parce que les images... Les images sont un peu choquantes? Pas choquantes, c'est juste que ça montre vraiment le combat que beaucoup de familles mènent juste pour avoir un peu d'eau. Un peu d'eau et pas toujours d'eau de bonne qualité. Voilà, c'est ça. Mais vous, en tant qu'Adonis Bohon, justement, voir ces images-là, est-ce que ça vous choque? En fait, ça interpelle. Ça interpelle beaucoup parce que, d'un autre côté, certaines personnes le gaspillent en ville. De l'autre côté, les autres n'en ont pas. Donc ça interpelle beaucoup plus à beaucoup de réactions pour qu'on puisse amener toute cette population à disposer d'eau potable. Parce que l'accès à l'eau aussi, c'est un droit. Alors Adonis Bohon, nous sommes heureux au Bénin et beaucoup ne le savaient pas. Le Bénin, 6e pays le plus heureux sur 40 pays d'Afrique subsaharienne. Eh bien, l'Organisation des Nations Unies a publié ce 20 mars l'édition 2016 de son rapport annuel sur les pays les plus heureux, le World Happiness Report. En Afrique subsaharienne, le Bénin occupe la 6e place sur 40 pays et 102e au plan mondial. En 2017, le Bénin était classé 155e. En 2018, 143e. Maintenant, il est 102e. Comme on l'a dit tout à l'heure, il se retrouve 6e sur 40 pays. Il se classe derrière la Mauritanie qui est première, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et il se place devant le Congo, le Gabon. En fait, entre autres critères, c'est l'évolution du bonheur et l'influence des technologies, la gouvernance et la communauté qui a été menée. C'est l'étude qui a été menée dans 157 pays. Le haut du classement, pour la 2e fois, c'est la
Finlande qui l'occupe. Deux fois, il est suivi par le Danemark et la Norvège. La Finlande, on sait que ce pays est presque entièrement numérisé. Hein. On comprend Finlande, alors. Il y a la Finlande, il y a l'Estonie. Mais quel est le lien entre le bonheur et les nouvelles technologies, le Parfois, numérique? on peut utiliser la nouvelle technologie pour amoindrir certaines formalités, amoindrir certaines tracasseries, permettre aussi beaucoup plus de personnes d'être chez eux, mais d'avoir le minimum. Adonis Bohou, vous avez osé. Ce classement, je peux le dire, ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de controverses. Je partage avec vous quelques-unes des réactions. On vous écoute. Hervé Métoli, c'est possible, hein, car aucun de ceux qui parlent ne sait comment moi je vis réellement dans mon coin. Ils savent plutôt comment vivent nos dirigeants à leurs immenses richesses. Il s'agit sûrement des classements des dirigeants béninois et non des béninois eux-mêmes. Ouais. Toujours, te faut diabo. Du journée, mais avec ce genre de blague, tu ne peux que rigoler. Mais le président qui annonce ça aura l'Oscar du meilleur humoriste. Alain Bernard Basso, ce rapport ne ment pas. En tout cas, moi, je suis heureux, peu importe. De Kérékou à Yaoui, de Talon, les Béninois sont toujours pleins. Et pendant ce temps, la vie continue. Les gens se marient, d'autres construisent, les belles voitures s'achètent, de grands immeubles poussent du sol. Alors, arrêtez de s'apitoyer et vivre. Apolitaire Nda, oui, à présent, le résultat de ce rapport est très subjectif. Sinon, quels sont les critères sur lesquels ils sont basés pour faire sortir ces résultats? Oui, il reste les beaucoup fameux à faire. Critères. Hein. Voilà, il reste beaucoup à faire pour que les Béninois s'estiment heureux. On peut se glorifier pour la paix dans le pays, mais tant qu'il reste énormément à faire sur le plan social, on ne peut s'estimer vraiment heureux. Que dire du chômage qui bat son plein? Adonis Bohou. Je prends un dernier commentaire, pour ne pas qu'on me tasse après de ce truc-là. La villa Savio au Kokou, c'est parce que le dossier Yao a dit que c'est le Bénin qui est doux à l'heure là. Je ne m'attendais pas à ça, par contre. Comme le disent les Ivoiriens même, je n'étais pas prête pour ce commentaire. Pas prête du tout. Et vous avez osé. Notre carcam information se déroule en Côte d'Ivoire également. Le Peintre Challenge. Eh bien, oui. J'espère que Jennifer Sachivi est là et qu'elle suit. Et vous savez comment on écrit le mot peintre? Bien sûr. Oui, comment ça s'écrit? Vous n'allez pas me coller comme qui vous savez. Non, je veux pas appeler son nom. Non. P-E-I-N-T-R-E. Eh bien, vous savez, depuis mardi... Donnez-moi déjà 20 sur 20. Bon, c'est pas moi qui note. Depuis mardi, sur la toile, l'écriture du mot peintre fait ravage. Ce qui prête à différentes propositions, différents scénarios. Mais où est-ce que ça a quitté? C'est l'acteur Sidiki Diabaté, un artiste qui a voulu remercier un peintre pour lui avoir fait un portrait de lui, a posté une photo de l'artiste. Tout ce qui est normal. Mais juste, quand il postait la photo, l'écriture du mot peintre chez lui, c'était P-I-N-T-R-E. Ça a suffi pour créer assez de réactions de la part des Ivoiriens qui ont récupéré surtout cela. Nos Ivoiriens, c'est toujours eux. Hein? Bon. En voulant corriger, sur le plateau, ce midi en Côte d'Ivoire, Alissa Zena, une chroniqueuse, a relevé cette histoire. Elle voulait prendre position pour l'artiste en estimant que l'important, ce n'est pas ce qui a été écrit, mais le message. Mais bon, elle s'est pris peut-être à un autre jeu. Au lieu de peintre, P-E-I-N-T-R-E, elle a remplacé juste la A. Et ça a créé beaucoup d'autres réactions d'Hachène. La première chose est déjà celle de Sidiki Diabaté. on parle de peinture, P-A-I-N-T-E-U-R-E, de peinturage, de peinteur, beaucoup de choses. Je vous donne 3 commentaires de ces scénarios. Écoute, oui. Le tube de la nouvelle année, Sidiki peintre, Zena peintre, et on met les deux écritures. Ensemble, côte à côte. Vrai. Je prends le tweet de Payaka, un peintre c'est celui qui vend du pain. Carrément. Oui. Et le troisième commentaire. Un peintre c'est malien, un peintre avec P-I-N-T-R-E c'est un malien, un peintre avec A c'est un ivoirien, et un peintre c'est français. Et en voulant trop s'affairer, c'est un tweet de Yahi Morel, on devient sujet d'affairage. Ça pourrait être une citation qu'on pourrait garder pour les générations qui viendront après nous. Adonis Bohou, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ActuWeb. N'oublions pas tous au stade. Tous au stade, tous on soutient les écureuils. Ouais. Allez, les écureuils. On ira en Égypte. Comme vous le dites, on mange les éperviers. On va manger les éperviers crus ou bien... Au menu du dimanche, les éperviers du Togo. Merci à vous, mesdames et messieurs. ActuWeb referme bien la randonnée sur le grand rendez-vous. Mais vous le savez, hein, on fait d'abord escale à la météo. On fait le rappel et on se retrouve tout juste après.
Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève le grand rendez-vous de ce soir. Et la citation de ce soir nous est proposée par Cécile Roudet. Elle dit ceci: une goutte d'eau suffit pour créer un monde. Une goutte d'eau suffit pour créer un monde. C'est une citation de Gaston Bachelard. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés fidèles au grand rendez-vous. On se retrouve encore semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et passez surtout un excellent week-end en compagnie de nos programmes. N'oubliez surtout pas, on se rend tous au stade pour aller soutenir les écureuils.